grand écrivain italien Umberto Eco ici à l'école Artissimo. Peut-on parler de cet événement brièvement pour le téléspectateur? Oui, tout d'abord, je vais commencer par vous dire un peu de mots de cet grand écrivain français et philosophe italien qui est disparu il y a 20 jours et nous a laissé vraiment un grand vide, une grande personne de l'humanité aussi culturelle et le plus grand intellectuel. Comme on pensait il y a des siècles, grand humaniste, connaisseur de la culture, pas seulement italienne, de l'art, mais à 360 degrés aussi de la culture de tous les pays, de tout le monde. Grand lecteur, sa bibliothèque, c'est une bibliothèque qui peut être égalisée aussi des bibliothèques du pays national. Et donc, moi, je dois dire merci, un grand merci aux intellectuels, écrivains, journalistes algériens qui ont été vraiment touchés par cette disparition, vraiment au lendemain de cette nouvelle. Et il y a eu des articles dans les journaux algériens vraiment de condoléances mais aussi de tristesse. Et c'est grâce à l'initiative de ces intellectuels qu'aujourd'hui ils ont organisé eux-mêmes cette initiative, et naturellement grâce à l'espace, à l'école Artissimo, et qui est disponible à accueillir cette rencontre algérienne, je dirais, c'est une rencontre algérienne. Et ici, sur un intellectuel italien, et moi, en tant qu'institut culturel italien, je peux que dire merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée par cet hommage spontané et de la part des amis intellectuels et du public en général algérien. Merci beaucoup. Merci. L'événement d'aujourd'hui, qui est un hommage à Umberto Eco, c'est une initiative de l'école Artissimo. En fait, nous abritons cet événement, effectivement. L'espace Artissimo a été sollicité pour abriter cet événement, donc un hommage à l'érudit et au grand écrivain Umberto Eco. Donc, notre vocation en tant qu'école de formation, espace de diffusion culturelle, c'est aussi de mettre en lumière les artistes, les intellectuels, les hommes et femmes de culture, essayer de les faire rencontrer autour de discussions, de débats. Et voilà. Et là, l'occasion du décès malheureux de Umberto Eco a été, pour nous, on a souhaité lui rendre hommage en invitant des écrivains et des intellectuels algériens pour parler de lui et de son œuvre. Donc cette initiative se fait en partenariat avec le Centre culturel italien qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous et nous sommes ravis du moment littéraire que nous allons partager ensemble dans un team. Ça fait 16 ans d'existence pour l'école Artissimo, qui essaye de contribuer à faire connaître ou bien à promouvoir la culture algérienne et d'autres cultures des deux rives en fait, de la Méditerranée. Artissimo, effectivement, est une école d'art, une école de formation dans le domaine des arts. Nous proposons différentes activités artistiques, donc de la musique, les arts plastiques, le théâtre, la danse aussi. Et nous sommes aussi un établissement de formation professionnelle. Donc nous faisons de la formation dans le domaine de la décoration d'intérieur, de la photographie, de l'infographie, etc. Mais au-delà de cette activité donc de formation et aussi un peu d'événementiel dans le domaine des arts, nous considérons que notre mission aussi est de mettre en valeur, mettre en lumière les artistes algériens, bien entendu, avant tout, et aussi de mettre en lumière aussi les artistes venus d'ailleurs et qui peuvent nous inspirer. Voilà. Donc à travers l'espace et cette rencontre aujourd'hui, c'est un peu ce foisonnement d'idées, de rencontres et de personnes qui nous permettent de continuer dans notre mission. D'accord, très bien. Et vous êtes madame Zafira Ouartsi Baba.
D'accord, vous êtes la directrice du centre Fondatrice Ah, et d'accord. directrice d'Artissimo. Très bien, merci beaucoup. C'est moi. Amaziane Farhani, messieurs, Samir Tourine, Nordine Azouz, honorables invités. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue au sein de l'espace Artissimo pour rendre hommage à cet érudit, immense écrivain, philosophe, quoi d'autre, essayiste, Umberto Eco. Artissimo, en plus de ses diverses activités, se veut être un lieu de diffusion culturelle, de partage, de dialogue et d'échange, dont l'objectif est de mettre en lumière les expressions culturelles, artistiques, littéraires et intellectuelles dans toute leur diversité. Cela dans une volonté, comme le disait Umberto Eco, de voir du sens là où on serait tenté de ne voir que des faits. Je voudrais, avant de donner la parole à Madame Battaglia, remercier mon amie Amaziane Farhani qui a souhaité associer cet hommage, associer Artissimo à cet hommage. Donc merci et j'espère que vous allez apprécier avec nous ce moment de littérature. Merci et bienvenue, Madame. Merci beaucoup, Madame Baba, vraiment pour nous avoir donné cette possibilité d'organiser une initiative sur Umberto Eco. Mais je dois dire tout d'abord que l'initiative est une initiative algérienne, partie par nos amis journalistes, écrivains, qu'au lendemain de la triste nouvelle de la mort de Eco, ont vraiment été vraiment très tristes et navrés pour cette nouvelle. Et ils ont publié déjà au lendemain beaucoup d'articles dans la presse algérienne et sur ce grand personnage que je ne veux pas dire davantage parce qu'on a dit beaucoup de choses et c'est l'homme qui savait tout. L'ont titré comme ça, l'homme qui savait tout. Donc moi personnellement en tant qu'étudiant culturel italien et naturellement son excellence l'ambassadeur d'Italie et son épouse aujourd'hui sont avec nous. Et on vous dit merci. Merci parce que c'est la première initiative, je peux dire peut-être dans le monde, tout de suite, 20 jours après la disparition de Eco, qu'on fait un hommage à son souvenir et à sa mémoire. Donc merci à Amaziane Farhani, merci Samir Tourine, merci Monsieur Faisal Barret, vraiment pour... Non, Nordine Azouz. Voilà. Mais il y a un puissant. Il y a un puissant. Il y a eu un empêchement. Journaliste et reporter. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je suis excusée. Excusez-moi. Et merci beaucoup. Monsieur Mohamed n'a pas pu être parmi nous, il a eu un empêchement de dernière minute, donc voilà, on s'excuse de cette... S'excuse vivement. Bonjour à tous, merci Excellence, Madame, et vous tous d'être venus aujourd'hui. Merci à nos amis Nordine Azouz, qui est directeur de la rédaction du quotidien Reporter, et Samir Tourine, qui est écrivain, qui est bien connu sur la place d'Alger, pour être aussi un agitateur culturel, puisqu'il a un espace que vous connaissez tous, la baignoire, où il aide des jeunes à promouvoir leurs expériences d'art plastique. Et donc nous voilà aujourd'hui réunis pour la mémoire de ce grand monsieur. Le principe que nous avons choisi, c'est de nous effacer un peu. On va vous parler chacun de lui, mais on a choisi de vous lire des extraits de textes d'Umberto Eco qui vont nous permettre ensemble de communier un peu à sa mémoire, mais aussi d'illustrer la richesse de sa pensée et de son expression. Rapidement, il est né le 5 janvier 1932 à Alessandria, c'est dans le Piémont italien. Et non pas Alexandrie, comme j'ai pu le lire sur beaucoup de sites internet. Ils ont dit qu'il était né à Alexandrie, mais bon. Et il est mort le 19 février dernier, à l'âge de 84 ans, à Milan. La première chose que j'ai ressentie en apprenant sa mort, déjà, c'était de me dire que j'étais étonné qu'il soit aussi âgé. En fait,
je pensais un peu le connaître, mais et j'ai remarqué que beaucoup de gens autour de moi, dont Maria Battaglia, qui est pourtant italienne et responsable d'Institut culturel, elle m'a dit, moi aussi, j'arrive pas à imaginer qu'il ait été aussi âgé. Et en fait, c'est vrai, parce que c'est un homme qui a eu, en quelque sorte, deux vies, parce qu'il a eu une vie très méconnue. Et en fait, c'est à partir de son roman Au nom de la rose, c'est-à-dire en 1980, qu'il a commencé à être connu. Mais tout ce qu'il avait fait avant n'a pu se révéler qu'avec sa gloire littéraire, si je puis dire. Et quand il est mort, j'ai écrit donc un papier que vous avez dû lire, une chronique, je l'avais appelé le formidable Tramino raté, parce que je raconte que quand il était petit et même adolescent, son rêve c'était de conduire des tramways. Et je dis heureusement qu'il y a des vocations ratées, parce que bien que j'ai beaucoup de respect pour les traminots, d'autant que mon grand-père en était un, et donc Dieu merci, il n'a pas été tramino, ce monsieur. Et pour ma part, je considère que c'est vraiment un génie, non pas de ce siècle, mais de l'époque, des temps modernes. Pour moi, je le place, pour moi, par exemple, dans le siècle des Lumières, mon préféré, je ne cache jamais, c'est Diderot, parce que Diderot, pour moi, c'est vraiment le savoir universel. C'est aussi un humanisme très profond qui n'était pas seulement braqué sur la Révolution française, mais sur le monde entier. C'est le seul d'ailleurs des grands noms du siècle des Lumières qui a dénoncé le colonialisme d'une manière aussi claire et aussi avancée, parce qu'à l'époque, les grands empires commençaient à peine à se constituer. Et pour moi, Umberto Eco, il est vraiment de la taille d'un Diderot, c'est-à-dire quelqu'un qui marque une époque et qui comment dire, avance des idées, apporte un esprit, parce qu'il était à cheval sur tellement de disciplines que c'est difficile de le définir en quelques mots. On le connaît comme romancier, on oublie souvent qu'il a été un grand spécialiste de la sémiologie et de la sémiotique. Quand vous parlez avec des spécialistes de cette discipline, ils vous disent qu'il a révolutionné la sémiologie, il a apporté un réel renouveau et des formulations complètement nouvelles dans cette discipline. Il a été également un spécialiste de l'esthétique médiévale, un critique d'art, un sociologue, un penseur aussi de la communication moderne. Et donc c'est très riche. En fait, ce sont ces romans, et notamment Le nom de la rose 1980, qui quand même a été traduit en 43 langues, avec, on estime à environ 30 millions ou plus d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde. Et c'est le seul roman qui a, en 2002, le journal La Repubblica, journal italien, avait offert à ses lecteurs un exemplaire Au nom de la rose. Et ils ont tiré 2 millions d'exemplaires, et c'est une expérience unique dans l'histoire de la presse et de la littérature mondiale. Jamais un journal n'a pris le risque de tirer un livre en plus qui est assez volumineux et de l'offrir à 2 millions de lecteurs, et les 2 millions d'exemplaires se sont vendus, et ils ont même regretté de ne pas en avoir fait plus. Ensuite, il a sorti en 88 Le Pendule de Foucault. En 1994, il y a eu L'île du jour d'avant, un roman génial dont parlera mon ami Nordin, parce qu'il se passe sur une petite île qui est sur le méridien zéro de la planète, où la moitié de l'île vit aujourd'hui et l'autre moitié est à hier, quoi, ce qui est extraordinaire. Il a fait ensuite Bodolino en 2000, La mystérieuse flamme de la reine Loana, c'est en 2004, Le cimetière de Prague,
qui est magnifique également, 2010. Et enfin, son dernier roman, numéro 0, 2015, qui est une critique mais acerbe de la presse et de l'information, qui est vraiment extraordinaire et dur. Sur le plan de la science et de la pensée, il a produit environ 40 essais qui sont, je vous conseille de les lire, ils ne sont pas tous traduits, mais beaucoup le sont, en tout cas en anglais, pratiquement tous, sont diffusés dans le monde entier. Et dans ces essais, on voit toute l'érudition et toute la richesse de pensée de cet homme qui possédait d'ailleurs personnellement 50 000 livres, au point qu'il a dû en mettre en dépôt dans des bibliothèques, chez des amis et tout, ce qui risquait de lui arriver, ce qui est arrivé, paraît-il, à Al-Jahid, qui est mort sous la chute de sa bibliothèque. Et donc, dans cette richesse-là, il a même écrit des livres pour enfants. On ne le sait pas, mais trois textes sont des contes modernes pour enfants et adolescents, magnifiques, qui sont vraiment intéressants à découvrir. À côté de ça, une activité incroyable, parce qu'il est mort à 84 ans, mais si on fait le décompte de tout ce qu'il a fait, on se dit que ce type a dû trouver une astuce pour pouvoir vivre 3 siècles en 84 ans, parce qu'il a fondé un institut qui s'appelle Transcultura, qui étudie les rapports et les interactions entre les cultures du monde. Il a créé une maison d'édition avec des amis écrivains en Italie, et ainsi de suite. Je vous invite à découvrir ça. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est quand j'ai découvert l'origine de son nom. Et là, ça m'avait particulièrement touché, parce que son grand-père était un enfant abandonné qu'on a dû jeter sur le porche d'une église. Et donc à l'époque, dans le Piémont, les curés avaient quand même une certaine affection pour ces enfants, et au lieu de les nommer du nom infâme dont on les nomme parfois, ou bien de dire que c'est des enfants naturels, comme si que ceux qui ont un état civil ne le sont pas, on donnait le nom on utilisait l'expression latine Eco Caelus Oblatus. Donc l'acronyme qui veut dire tomber ou du ciel ou apporter du ciel. Et donc c'est comme ça que son grand-père a été appelé Eco, donc, qui est l'acronyme de cette expression Ex Caelis Oblatus. Voilà, pardon. Et je me suis dit, voilà, en 2 générations, ce nom, qui veut dire qu'on n'a pas de nom, il lui a donné un nom extraordinaire. Alors le texte que j'ai choisi de vous lire, personnellement, c'est un texte qui est connu, mais c'est bien de le rappeler, surtout dans la conjoncture actuelle. C'est un texte qu'il a écrit en octobre 2001, c'était juste après donc, les attentats contre les tours jumelles de New York. Et si vous vous rappelez de l'ambiance qu'il y avait à l'époque, tout le monde parlait du comment, qui avait commandité, c'est normal que tout le monde s'inquiète et cherche à comprendre, mais comme l'a rappelé si bien notre ami Zafira, sa fameuse expression, voir du sens là où on ne serait tenté que de ne voir que des faits, alors que tout le monde ne parlait que des faits, lui il a réagi à un discours du président Berlusconi qui disait que juste après, qui disait que la civilisation occidentale était supérieure à la civilisation musulmane, et il en a profité pour lui répondre. Mais en fait, ce n'est pas cette réponse qui est intéressante, elle est même anecdotique pour moi, parce qu'il apporte une vraie réflexion sur les rapports aujourd'hui dans le monde, sur les conflits, sur la
guerre de religion ou guerre de civilisation. Et je vais commencer donc à le lire en essayant d'être le plus clair possible. Et vous allez voir aussi comment l'humour, et chez lui, c'est une arme de la rhétorique et c'est extraordinaire ce qu'il fait de l'humour. Et il en fait vraiment un argument à la fois narratif et argumentatif, si je peux dire. Alors, à propos de la supériorité occidentale, Umberto Eco, le 10 octobre 2001. Toutes les guerres de religion qui ont sanglé le monde durant des siècles sont nées d'adhésions passionnelles à des oppositions simplistes. Nous et les autres, bons et méchants, blancs et noirs, etc. Si la culture occidentale s'est montrée féconde, pas seulement des Lumières à aujourd'hui, mais bien plus tôt à l'époque où le franciscain Ruggiero Bacon invitait à cultiver les langues, parce que même des infidèles, bon, quand je fais ça c'est des guillemets, nous avions des choses à apprendre. C'est aussi parce qu'elle s'est efforcée de dissoudre les simplifications néfastes à la lumière de la recherche et de l'esprit critique. Naturellement, elle ne l'a pas toujours fait. Même Hitler, qui brûlait les livres, condamnait l'art dégénéré, tuait les races inférieures, ou le fascisme, qui m'enseignait à l'école à chanter « Dieu maudit les Anglais » parce qu'ils étaient le peuple des 5 repas par jour et donc des gloutons inférieurs à l'italien, frugal et spartiate. Même tout cela fait partie de la culture occidentale. Mais ce sont les meilleurs aspects de notre culture que nous devons discuter avec les jeunes et de toutes couleurs, si nous ne voulons pas que de nouvelles tours s'effondrent, y compris dans les temps qu'ils vivront après nous. Élément de confusion. Souvent, on ne réussit pas à saisir la différence qui existe entre l'identification de ses propres racines, la compréhension de ceux qui ont d'autres racines et le jugement de ce qui est bien ou mal. Concernant mes racines, si l'on me demandait où je préférerais passer mes années de retraite, dans un village de Monferrato dans le cadre majestueux des Abruzzes, ou sur les 12 collines entourant Sienne, je choisirais le Monferrato. Mais cela n'implique pas que je juge d'autres régions d'Italie inférieures au Piémont. Et donc, si par ses propos sur la supériorité de la civilisation occidentale, le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, voulait dire qu'il préfère vivre à Arcor plutôt qu'à Kaboul et se faire soigner dans un hôpital milanais plutôt que dans un hôpital de Bagdad, je serais tout prêt à souscrire à son opinion. Arcor mis à part. Même si l'on me disait que Bagdad possède l'hôpital le mieux équipé du monde, à Milan, je me trouverais davantage chez moi, et cela augmenterait mes chances de guérison. Les racines peuvent même être plus larges que les simples racines régionales ou nationales. Je préférerais vivre à Limoges, par exemple, plutôt qu'à Moscou. Mais pourquoi Moscou n'est-elle pas une ville magnifique? Certes, mais à Limoges, je comprendrai la langue. Bref, chacun s'identifie avec la culture dans laquelle il a grandi. Et les cas de transplantation